merci de braver les éléments pour venir écouter Sandrine. Sandrine donc, qui va nous lire des extraits de Tu m'avais dit Ouessant de Gwenaëlla Bolivier. Voilà, et ben Sandrine, bon courage parce que là, il y a du souffle. Hein. C'est raccord avec le thème. C'est raccord avec le thème. Je reste là, pas tout. Hein. Tu m'avais dit, pars au bout du monde, pars au bout de la terre, et je suis partie sur une île née au milieu de l'océan, une île du Finistère, de l'autre côté de l'horizon. De l'autre côté du Fromveur, il y a une île où des femmes et des hommes s'aiment dans le vent. Il y a une île où des femmes et des hommes vivent dans le rêve de l'océan. Tu m'avais dit, pars au bout du monde, pars au bout de la terre, et je suis partie. De l'autre côté de la rade, de l'autre côté de la base sous-marine et de la falaise de granit, de l'autre côté de la lande plantée de pins maritimes et des gueules béantes des blocos. Ouessant est devenu une urgence à vivre. Cet appel d'air contient tous les parfums et les humeurs du monde qui éloignent de la servitude de l'ordinaire des jours et des attentes déçues. Par le chenal du Four, on touche l'archipel des îles basses de Molène et les îlots de Beniguet, Kéménès, Riélène, Banec et Balanec. Le soleil irradie sur la mer et le Fromveur, fleuve sous-marin qui sépare l'île de la Grande Terre. Réservoir d'eau froide, ce courant maritime parmi les plus puissants agit en modérateur climatique. Si redouté car il a déjà pris tant de vie, il est ce grand entonnoir de houle. Dès la pointe Saint-Mathieu, je savais pénétrer dans un monde qui tire loin ses filins entre les vestiges d'une abbaye à ciel ouvert et les piliers d'un phare encore en activité. Dans la solitude de ce cap se mêlent le sacré et l'esprit mathématique, les chants funèbres et les lentilles de Fresnel, la religiosité bretonne et la philosophie des Lumières. J'arrive sur Ouessant, comme vers un voyage sans retour. Le sémaphore désarmé du Créache sera mon lieu de vie. Il est situé au nord-ouest, à l'aplomb de la mer, à l'exact opposé du port du Stif où je viens de débarquer. Pour y parvenir, il faut traverser l'île de bout en bout en empruntant sa seule route départementale, la D81, dorsale d'asphalte. Le sémaphore est un bâtiment haut d'une vingtaine de mètres, posé comme une dent d'ardoise en biseau sous le grand phare qui éclaire jusqu'au large. Au pied du Créache, il a des allures de joujou. Construit sur un satellite de granit face à la mer, il est le lieu habitable le plus avancé de cette pointe de l'île. Une barrière de bois, mise à mal par la dernière tempête, délimite l'espace qui était autrefois propriété de la navale. Je contourne les anciennes habitations destinées aux familles des guetteurs sémaphoriques et remarque un brasero, des chaises en plastique retournées dans la lande et une corde à linge. Cachée à la vue, une série de marches de pierre s'organise en un mouchoir de poche triangulaire. Avant de me lancer, mon regard dévale la pelouse marine jusqu'au rivage de la pointe de Perne, où se déploie toute la violence de la côte. Ici, j'allais vivre dans l'haleine de la mer, captive de cette bulle océane, de ses variations et de ses couleurs, du flux des nuages et de la houle. C'est simple,
en entrant dans cet arc de cercle ouvert sur l'horizon, on reçoit un tel choc, une telle déflagration de lueur crue, que l'on en deviendrait ermite. Un court instant, je me dis que je pourrais décider de ne plus en sortir pour m'isoler de la furie du monde et vérifier mon goût pour la solitude. Et c'est ainsi qu'un jour d'automne, je suis arrivée. En suspension au beau milieu de l'océan, j'ai suivi la course du soleil et vécu l'éternité d'un jour, aimanté par le vide de l'immensité, dans le vent frappant par rafales. Le mouvement incessant de la mer faisait le reste, et surtout l'essentiel. Car à Ouessant, tout est lié à sa présence immuable, comme le temps des dieux. À partir de ce moment-là, j'ai su que je ne raterais aucun lever et coucher de soleil. Je suis entrée au sémaphore avec ce sentiment d'arriver à destination, avec un rêve de voyage immobile à vivre, un rêve de huis clos, polarisé par l'horizon, ne rien faire d'autre que guetter là où se couche le disque solaire. J'en aurais pleuré de joie, une joie folle, avec derrière soi toute la poussée continentale, l'envie de claquer la porte au monde et de se calfeutrer du dehors, de regarder la mer et ses lumières. Tu en as mis du temps, me dit cette petite voix intérieure. La chambre de veille devenant l'île dans l'île, un refuge, un cabinet d'écriture baigné d'un reflet de nacre. Là, je me suis sentie en gestation. J'allais renaître dans cet œil, mieux, dans ce ventre de verre, en contact direct avec les éléments, du premier jour jusqu'au dernier. Dès les premières lueurs du jour, je me précipite à la chambre de veille. Je veux assister à la réapparition de l'île. Elle sort de la nuit noire et profonde. Dans cette phase d'adaptation, je continue à prendre mes marques. Au suroît, quand la lumière troue et déchire la surface de la mer, quand elle me fauche d'une lame et m'emporte dans le vortex des émotions. En ce début d'automne, alors que la météo est encore favorable, j'ouvre la porte donnant sur la coursive extérieure et respire les senteurs portées par le vent. Sur ce parapet ouvert sur l'océan, j'adresse un bonjour au ciel, un bonjour aux oiseaux, un bonjour aux vagues, comme une déclaration d'amour au monde et à la vie, au rire des enfants aussi éclatant que les flaques de soleil sur la mer. Chaque matin, je prends mon petit déjeuner et guette la boule de feu qui roule jusqu'à nous. Traversée par les courants d'air et les nuages, j'attends le soleil. Je le vois qui arrive, tout rouge. Il sort de derrière le créache et il éclaire les nuées sur l'horizon. En face, dans 12 heures, il se couchera sur la mer dans l'axe de Perne. Alors je m'assieds et contemple le ciel et la mer. Les lumières sont des percées d'espoir. Il est 22 heures. Le vent forcit et j'ai l'impression d'être dans une lessiveuse. Il s'abat par rafales contre les vitres, se faufile comme un serpent cracheur. Une lutte acharnée débute. Même les faisceaux du créache paraissent vaciller et toute la colonne d'escalier vibre sous les attaques. Je descends dans ma chambre.
Allongé, je guette le moindre son. Le bâtiment dans son entier s'anime de mille bruits et de craquements inconnus. J'écoute les syncopes du vent qui devient cette voix de tête. Il est une indication de l'état de la marée. Les penderies grincent, comme le faisaient autrefois les armoires dans les logements du phare, sous l'effet des tempêtes et des vibrations des moteurs de la centrale électrique. Je suis sur le qui-vive. En une nuit, Ouessant m'a révélé sa part d'ombre. Comme un appel, j'ai compris que j'allais puiser ma renaissance dans cet ultra noir qui infuse partout, sur terre, comme sur mer, dans le cœur des femmes aussi. Les Ouessantines sont captives de cette couleur car elle éponge le malheur. Elles te le diront, c'est dans le noir que l'on se réveille à la vie. J'en passerai donc, moi, par une plongée dans les zones les plus sombres de l'île. Un monde fait de failles et de crevasses, de doutes et de confessions, là où peut surgir la lumière, comme les éclats du phare dans la profondeur de la nuit. Le drame et le décor sont là, et bien plus encore. On ne tarde pas à se découvrir une passion pour le jeu de go et le mécanisme des grandes horloges. Et le créache, dans sa dichotomie des couleurs, donne la note sur la partition insulaire. Grand fauve, des plaines aux allures de zèbre, il domine l'île de son panache bicolore. En chef d'orchestre d'un ensemble symphonique, il entre dans la danse au diapason du soleil. Sa tête de poivrier se met en rotation et déploie ses bras de lumière, tandis que ses phares cousins, comme autant de sphères cristallines, trouvent leur place dans un merveilleux roulement à billes. Il faut dire que dans ce Far West, tout tourne en multipistes, et nous avec, dans un mouvement lent, tellement lent qu'une quasi-immobilité nous projette dans l'éternité. On se voit sortir du monde des vivants et mettre sa vie au repos. On devient plus disponible et on saisit les infimes variations de lumière sur la mer et dans le ciel. Se sentant à la fois hors d'atteinte et hors du monde, on ouvre les vannes de l'intuition et on communique avec les forces de l'invisible. C'est ainsi que dans cette valse à trois temps, nous devenons tous philosophes. Il arrive aussi qu'à ce carrefour des grands vents, tout commence à tournoyer avec rage et violence et que soudain, comme un voilier pris dans la pétole, tout s'arrête, net. Nous revenons aussi secs à la vie, comme sortis d'un rêve éveillé, accablés d'une brusque fatigue. Le découragement se lit alors sur les visages et se perçoit dans les voix devenues plus lasses, mélancoliques. On passe par tous les états d'âme, du soleil radieux au grand frais. On touche à son point de démence, à coups de baume sur la tête et de pieds dans les chaises, on voit de près le poteau noir. Alors la pensée tout étourdie, et avant de finir comme une toupie, on part faire le tour de l'île, de jour comme de nuit, en comptant les éclats et les couleurs. Dans cette dérive circulaire, on se prend à confondre l'œil du phare avec le halo argenté des soirs de pleine lune. J'ai vite été mise au diapason. Dès mon arrivée, on m'a dit « Va au hasard et tu comprendras ». Et tu apprendras, le meilleur comme le pire. Et tu verras,
qu'il n'y a pas que les rochers qui sont sculptés par le vent et les tempêtes. Ces Iliens et ces Iliennes sont tellement bouleversants dans leur posture d'éloquence, figés au cœur des cristaux de granit. Leurs silhouettes et leurs visages sont conditionnés et façonnés par le climat et la géographie de l'île, posés comme un confetti à la proue du monde. Les caractères et les tempéraments sont modelés pour des générations entières. Et dans ce grand chaudron, tout est exaspéré. La gravité se lit sur les peaux et éclate dans les regards. Les Ouessantines ont la beauté fière et ténébreuse de l'île qui est burinée par les coups de tabac. La femme d'Ouessant est la marquisienne des îles du Ponant, le visage rincé par une pluie traversière comme le chantait Brel. Ici, rien n'échappe à leurs yeux de mouette qui vous toisent de toute leur attitude altière de danseuses de flamenco. Elles ont l'élégance farouche et le caractère majestueux, mais les yeux sont parfois noirs à vous crucifier sur place, malgré la grâce de leurs gestes ancestraux. Ténus, comme le tissage de la laine. Va et tu apprendras que dans le souffle de la haute mer, trop d'extase tue l'extase. Ici, la retenue est de mise. On n'exprime pas d'emblée ses sentiments. Et très peu sa féminité. C'est ainsi qu'elles se font respecter des hommes. Distantes, elles le sont aussi face aux touristes d'un jour. Les plus jeunes adoptent ces mêmes attitudes volontaires et elles ne sont que plus belles. Il s'agit de tenir tête à la vie sur l'île, au vent et à la mer. Mais il ne faudrait pas se faire d'illusions. Nous ne sommes que de passage dans la vie de ces femmes. Le ton est ferme et le menton haut. D'un coup d'œil, elles tapent du talon pour signifier la fin de la partie. Il leur est en effet difficile de s'attacher à des personnes dont on sait qu'elles repartiront comme elles sont venues, avec le prochain bateau ou la marée suivante. C'est ainsi que j'ai compris qu'il fallait prendre le temps. Autrement dit, se faire oublier pour se faire accepter. Se garder de parler tout à trac et attendre. C'est le temps et la distance nécessaires pour qu'elle juge l'étrangère. Et puis, un jour d'hiver, les portes et les cœurs s'ouvrent, le temps d'un café, et on perçoit combien leur générosité et leur chaleur peuvent être grandes. Avancez donc dans la maison, me dit Jeanne, habillée de sa blouse bleue. Jeanne est née à Caire-et-Héré, le village du cordonnier, dans la maison que son aïeul maternel a fait construire à son retour de voyage. Jeanne me parle avec toute l'émotion contenue dans les souvenirs qui déferlent par vagues et au fond des yeux. Petite Jeanne, petite dame se souvient. Petite fille de Martin Harpicard, que tout le monde appelait Pacifique, lui et ses longues bacchantes. Il était bosco et grimpait dans les mâtures. Un jour de mauvais temps, il est tombé à l'eau, Cap Horn, parti avec une vague, bord à bord sur la 3e. Il est remonté sur le pont assommé comme une grenouille. Pas de tête, Béniguette. Martin Harpicard avait apporté des pommes de terre bleues de Valparaiso qu'il avait mises à germer dans du terreau, et un siècle plus tard, cette année encore, sont venues 2 petites patates au goût de noisettes. On dit que c'est pour cela que certains soirs, le ciel d'Ouessant est tellement violet. Voilà une histoire à tomber par terre. On m'avait dit, pars et écoute les Ouessantines.
dernière à témoigner d'une génération qui disparaît. Elles ne sont plus beaucoup à pouvoir encore rapporter, raconter, mais elles sont encore là. Elles se présenteront à toi dans toute la jeunesse de leur regard, les joues et les mains chaudes, la voix chantante et le pas vif. Femmes de marins au long cours, sœurs de pêcheurs, femmes de gardiens de phare ou de guetteurs sémaphoriques. Il faut aimer ces femmes qui n'ont pas eu d'autre choix que d'être fortes et courageuses. Matrones, disent certains. Pendant 3 siècles, elles ont tenu et façonné l'île à une époque où les hommes étaient contraints de la quitter pour servir la royale ou le commerce. Jusque dans les années 50, Ouessant fut ce grand gynécée vivant sur lui-même. Et il le reste de façon subtile face à l'océan. Ouessant continue d'être l'île aux femmes, et cela n'a rien d'un cliché. J'avoue l'avoir cru avant mon arrivée, sans me douter à quel point Ouessant est une société avant tout féminine, et c'est là une des plus passionnantes découvertes que je ferai. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que par leurs exemples, ces îliennes insufflent une fierté à celles venues d'ailleurs. Elles leur redonnent confiance. C'est comme cela que je le vis et le ressens. Autrefois, elles n'avaient pas choisi d'endosser le rôle de femme aux multiples casquettes. Robustes et viriles par nécessité, prenant alors la place de l'homme. Il fallait qu'elles soient capables de tout faire en chef de famille, de décider pour elles et la communauté. Elles travaillaient ensemble et certaines étaient marieuses, plus tard mairesses. Je les écoute raconter leur vie dans le vent et le froid. Elles ont vécu une jeunesse dans l'entraide. En jardinière de l'île, elles savaient nommer en breton les champs à fougères et les hameaux, la mer, le ciel, le vent et la couleur de l'âme. Elles en ont tiré la plus importante des richesses, leur liberté et leur indépendance. Ouessant est l'île aux 5 phares, ce qui en fait l'un des plus beaux décors de théâtre baroque. Stif, Kéréon, Nividique, la jument, le créache sont des personnages à part entière peuplant le paysage de leur silhouette de majesté. Il suffit de poser son regard sur ces géants de pierre pour prendre son envol. Ils sont une respiration qui s'élève dans l'espace et la géographie. La vie et les histoires entendues font le reste. Tours octogonales en maçonnerie de pierres apparentes, tours circulaires sur mer ou sur terre, elles sont là, tout à la fois repère du marin et de l'artiste. Leurs lanternes rayonnent jusqu'au fond du ciel et nous tirent la manche vers la rêverie. Dans l'écho des tempêtes, on se prend à envisager une vie de gardien, isolé de tous, loin du brouhaha et de la furie du monde. On devine des hommes qui tutoient les oiseaux migrateurs et les poissons volants, attrapent les comètes et se hissent la nuit jusqu'aux étoiles. On les pense tous peintres ou poètes, adorateurs de la lune en plein ciel et dompteurs de tornades. Par ces temps de fébrilité, on se dit qu'un gardien de phare est l'homme de la situation, à qui l'on peut livrer ses peines et sa vie, confier son amour et ses clés. On soupçonne un univers à part, une sorte d'outre-monde, hors de portée des vivants. Quelques jours après mon arrivée, un premier coup de tabac m'a mise au parfum. Une belle houle mugissante et un coefficient de 113.
Le temps a basculé quand vers 3h30 du matin, j'ai été réveillée par la pleine lune, ballon argenté qui est monté dans le ciel, baignant ma fenêtre. La coquine avait réussi à entrer dans ma chambre et se reposait sur mes pieds. Je me suis levée et elle est aussitôt repartie. S'ensuit une journée entière de pluie et de vent. Les nuages avancent en bandeaux et en tirs d'artillerie. Ils mettent à plat mes envies de sortir. J'attends dans mon bocal de verre aux yeux de mouche. Tout le paysage s'égoutte et l'herbe marine se transforme en un pelage d'animal habitant une forêt ruisselante. Tout est vaporeux. Mon visage et mes pensées deviennent de papier mâché. Au loin, je distingue à peine les blocs erratiques de la pointe de Perne. En fin d'après-midi, je me décide à mettre le nez dehors. La mer est à son plein et surgit de toutes parts. Le lendemain, le vent ne fléchit pas et j'ai l'impression de vivre dans un cyclone qui s'abattrait sur le sémaphore. Venant du sud-est, il me plaque aux parois et me barre le chemin. Je ne sais ce qui m'a pris de sortir sur la coursive extérieure et de me confronter ainsi aux éléments. En une fraction de seconde, la peur me saisit et je comprends qu'à tout moment, tout peut basculer. J'attends recroquevillé, la tête dans les genoux, et tente une retraite, mais l'appel d'air me soulève. Je reste accroupie et patiente. À la première accalmie, je bondis vers la porte. Me voilà à l'abri. Le vent redouble et s'abîme en rafale. Il joue de toutes les stratégies et monte d'un cran. Il bourdonne, il s'énerve et heurte violemment la cage constituée de 5 baies de sécurité très épais, montées en biseau sur une armature rouge vermillon. Il redouble de rafales de grêlons qui crépitent, comme si la mer jetait des nuages de gros sel pour que l'atmosphère en devienne aveugle. Le vent ne fléchit pas. Il veut passer coûte que coûte, mais ce ne sera pas cette fois-ci. Même si la chambre de veille n'est plus qu'un sauna d'humidité froide aux vitres brouillées par le grésillement des cristaux d'embrun. C'est très étrange comment, dès ce premier coup de vent sérieux, je me suis prise de passion pour la météo. À l'abri de la chambre de veille, j'ai regardé plus précisément le paysage et ai vu combien la géographie du lieu contenait les débuts du monde mêlés aux frayeurs les plus glaçantes. Ouessant se situe dans la zone de turbulence des grands vents d'ouest et on ne tarde pas à ressentir que les mouvements de la vie s'accordent avec ceux du baromètre. On cale alors son humeur sur la forme des nuages et son cœur sur la rose des vents. On se surprend à guetter de jour comme de nuit les signes du temps qu'il fait, et petit à petit, on se glisse dans le courant mécanique des fluides pour devenir ce minuscule grain de pluie, cristal ambré, poussé par tous les azimuts. Notre esprit devient oiseau qui tournoie, cumulus qui se gonfle, arc-en-ciel qui s'accroche à la vague, coup de chien qui roule sur les hautes solitudes. Arc-bouté aux crinières d'écume, on vit un œil sur les routes du ciel et l'autre sur les ondulations de la houle. En souffle puissant, le vent est cet accélérateur de particules qui nous rend plus intensément vivants et anime nos gestes autant que le paysage. Il est ce chant lancinant, langage de toute cette pointe bretonne. Il monte avec la mer à mesure qu'enfle sa rumeur. Bien que transparent et invisible, il est pourtant bien présent. Je comprends que vivre sur cette île, c'est avant tout vivre au front des tempêtes et entrer en résistance. J'arrive à ce moment ultime où les gardiens sont à la veille de mettre la clé sous la porte de ce phare
autrefois le plus puissant, avec ses 500 000 bougies qui illuminaient la mer d'Iroise. Dans quelques mois, ce sera la fin d'une époque et le Créache sera relégué à un avatar, transformé en un vaste musée des phares et balises, dernière étape avant l'extinction de la lumière, car, ils te le diront, dans 10 ans, tous les feux de l'arc finistérien seront soufflés. Il fut un temps où des hommes et des femmes naissaient dans la cité des phares avec la mer pour horizon. Ils grandissaient sous le balai des optiques, la tête caressée par les pinceaux de lumière et s'amusaient au pied d'un lieu qui était un village en soi où vivaient plusieurs familles. Ils étaient surnommés les cracous du Créache, les bourgeois. Si un gardien mourait, la femme prenait le relais des quarts. Le bâtiment était un terrain de jeu pour les enfants qui montaient tirer les rideaux kaki qui protégeaient du soleil les lampes et les optiques. Les plus hardis descendaient à califourchon sur la rambarde, à l'aplomb du vide, avant de devenir eux-mêmes gardiens. Plus tard, ils savaient qu'ils emmèneraient leurs propres enfants jusqu'à la lanterne, comme on va à la mer. Combien se sont endormis et émerveillés, apaisés par la rotation du grand manège. Vivre à Ouessant, c'est apprendre le langage des phares, connu des Iliens et des navigateurs, c'est-à-dire toute une grammaire de lumière liée à leur positionnement sur terre ou en pleine mer, à l'entrée des chenaux et des ports, ainsi qu'à la puissance des feux en fonction de la distance focale des optiques et du nombre de kilowatts. C'est toute une écriture visuelle où le bain de mercure augmente la vitesse de rotation pour produire des éclats clignotants ou scintillants. Depuis mon arrivée, je goûte chaque jour comme le premier. Quelle drôle d'impression que cette constance des feux, alors qu'à l'intérieur de soi, dans le mouvement des marées et mon sablier interne, je ressens la fine sédimentation de mon histoire et le doux passage du temps. Déjà à sa mesure, je ne suis plus tout à fait la même et pas tout à fait une autre. De cet infime espace, dans ce tamis de nos vies, tout passe et tout s'écoule comme la patience. Au fil des mois, le temps s'est épaissi pour devenir ce silence pointé sur l'horizon où le regard s'arrête infini et me parle de la lente acceptation des choses. Il est comme un espoir de plus de tolérance vers un avenir aux multiples possibles. Venir à Ouessant, c'est aussi s'engager dans un voyage vers l'oubli pour mieux renaître, augmenter d'une nouvelle peau. Ce matin, j'ouvre les yeux sur un ciel nettoyé par la nuit. Je sais que le vent fera le reste.